Aujourd'hui, notre position, on est très heureux d'être ici avec vous. Donc, c'est vraiment de voir la bibliothèque publique comme un allié de l'éducation aux médias et à l'information, puis comme un acteur qui additionne, dont les actions s'additionnent à celles des gens du milieu de l'éducation et du domaine de l'information. Donc, on est dans un écosystème, puis on croit que les gens ne s'informent pas. L'éducation aux médias et à l'information ne se fait pas une fois, deux fois. C'est vraiment en baignant dans un écosystème que l'éducation à l'information se fait graduellement. Donc, pour la présentation aujourd'hui, je vais rappeler un peu les missions et valeurs des bibliothèques publiques qui sont en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Ensuite, on va vous présenter des exemples concrets de comment ça s'incarne, comment on répond aux besoins des individus de s'informer et comment on répond aux besoins des individus de se former. Donc, un des textes importants pour les bibliothèques, c'est la Déclaration des bibliothèques québécoises. Ce texte-là remonte déjà à 2016, ce qui n'est pas si lointain, mais à ce moment-là, on ne parlait pas tant que ça encore d'éducation aux médias et à l'information. On y retrouvait toutefois la notion de permettre aux usagers de développer des compétences en recherche et en évaluation de l'information. Donc, c'est en d'autres mots, mais la préoccupation était déjà là. Un autre texte très important pour les bibliothèques publiques, c'est le manifeste de l'IFLA UNESCO sur la bibliothèque publique. L'IFLA, c'est la Fédération internationale des associations de bibliothèques qui a une section bibliothèque publique. Donc, il y avait eu une édition précédente en 1994, mais l'IFLA a remis à jour son manifeste en 2022 pour mieux refléter les réalités. On sortait alors, entre autres, de la COVID. Alors, dans le manifeste, il y a plusieurs points qui sont en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. J'en nomme ici 3 seulement. Donc, un est de fournir l'accès à un large éventail d'informations et d'idées. Un deuxième est de soutenir l'éducation formelle et informelle tout au long de la vie ou à différentes étapes de la vie. Et le troisième point, je trouve particulièrement intéressant parce que c'est un ajout au manifeste à l'édition de 2022 qui n'était pas là auparavant. Donc, pour la première fois dans le manifeste des bibliothèques publiques, on nomme vraiment le développement de l'éducation aux médias et à l'information et aux compétences numériques comme étant une des missions de la bibliothèque publique. C'est vraiment important que ce soit inscrit dans ce texte, parce que toutes les bibliothèques publiques, par la suite, lorsqu'elles publient des plaidoyers, lorsqu'elles préparent leurs orientations, elles réfèrent toujours à ce manifeste. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, comment ça va s'incarner, comment on va se l'approprier, le fait que ce soit vraiment inscrit. Bon. Dans la première colonne, j'ai indiqué quelques-uns des concepts qui reviennent vraiment régulièrement dans les lignes directrices, les principes, les orientations des bibliothèques. Donc, ce sont tous des concepts pour lesquels on peut voir des liens avec l'éducation aux médias et à l'information. Se sont ajoutés donc récemment l'éducation aux médias et à l'information dans le manifeste. Et dans le manifeste de 2022, on a aussi ajouté l'accès aux résultats de la recherche et aux informations sur la santé. Donc, encore là, on peut voir un lien avec la sortie de la crise de la COVID. Pour l'avenir, d'autres sujets on en a parlé ce matin, plusieurs intervenants les ont nommés. Il y a la lutte contre la polarisation qui occupe les bibliothèques au Québec, mais on le sait aussi beaucoup aux États-Unis. Et un autre point important, c'est la prise de conscience des biais cognitifs que nous avons personnellement comme professionnels lorsque nous faisons de la sélection d'informations, par exemple, de l'évaluation d'informations, quels sont nos propres biais comme professionnels et quels sont les biais aussi de nos institutions, les institutions pour lesquelles on travaille. Donc, ces sujets-là ne sont pas inscrits encore nécessairement dans les textes, mais ils préoccupent la profession. Un atout que nous avons comme bibliothécaires, en tout cas on aime le croire et les chiffres semblent le dire, c'est qu'on a vraiment un lien de confiance très fort avec nos usagers.
Les chiffres ici en témoignent. Donc, pour le deuxième chiffre, par exemple, 93% des Britanniques, dans un sondage en 2021, indiquaient qu'ils croyaient que leur bibliothécaire disait la vérité. Donc, ce sondage-là présentait une liste de professionnels et on s'est classé en deuxième, juste derrière les infirmières et devant les journalistes. Mais bon, je crois qu'il y aura d'autres résultats cet après-midi qui vous intéresseront. Okay. Donc maintenant, un peu plus concrètement, je vais vous présenter quelques exemples qui peuvent avoir l'air évidents, mais qui font partie de l'ADN des bibliothèques. Puis on croit vraiment qu'on est des alliés naturels de l'éducation aux médias et de l'information. Donc quelques exemples concrets. Alors, si vous pensez à une bibliothèque, vous pensez probablement à des collections de livres, de journaux, de ressources numériques. Eh bien, vous avez raison. Alors, le rôle de la bibliothèque, c'est de mettre, entre autres, la bibliothèque publique, c'est de mettre à la disposition des gens une variété de documents. C'est pas forcément de prendre position ou de juger les lectures des gens, mais plutôt de leur proposer une variété d'informations et de points de vue différents. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens pour forger leur propre opinion. En fournissant de l'information qui est moins réactive, peut-être que dans les médias, on permet aussi, ce dont on parlait ce matin, c'est qu'on permet aux gens de prendre un pas de recul ou d'avoir un peu plus de profondeur dans leur contact avec l'information. Bon, la deuxième chose à laquelle vous pensez peut-être en pensant à une bibliothèque, c'est votre bibliothécaire. Donc, le bibliothécaire, il a vraiment une posture intéressante, c'est que lorsqu'on est avec les usagers, on a un lien privilégié avec les individus qui viennent nous rencontrer. C'est vraiment du 1 à 1. Et avec le lien de confiance, les gens nous posent des questions très ouvertement et avec beaucoup de transparence aussi, je dirais. C'est souvent une occasion de faire de la formation informelle. Donc, proposer des astuces de recherche, mais aussi proposer des ressources auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé en faisant appel à des critères de sélection ou à des critères d'évaluation des ressources. Donc, c'est vraiment des moments où on attrape les gens et on peut faire de la formation informelle avec eux. Une autre façon de travailler pour les bibliothèques, c'est de faire des suggestions de lecture. On peut penser en bibliothèque à des étalages, là, des mises en valeur de documents sur des tablettes, tout simplement. Mais on est comme vous tous, on veut se rendre où les gens sont. Donc, où est-ce que les gens cherchent l'information? Dans Google. Donc, on essaie de plus en plus, par notre site web BNQ, de créer de petits articles qui vont référer à des ressources fiables, donc des sources qui sont de la bibliothèque ou des ressources qui sont sur le web. Et notre défi, c'est d'avoir un très bon référencement pour que la personne qui cherche sur le web, Ukraine, Russie, guerre, tombe dans la première page de Google sur le résultat de la bibliothèque, l'article de BNQ dans ce cas-ci, qui amène lui-même vers des ressources. Donc, on veut vraiment se positionner pour aller là où les gens sont, c'est-à-dire pas uniquement dans la bibliothèque, mais aussi dans les moteurs de recherche. Et cet exemple-ci fonctionne très bien. L'article a été publié en 2022 et chaque mois, ça fait partie des pages qui sont le plus consultées sur notre site web. De manière un peu plus évidente, d'autres façons de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information pour les bibliothèques, ça peut être carrément d'avoir des sections sur l'éducation aux médias et à l'information sur les sites web de la bibliothèque. Ici, on a l'exemple de la bibliothèque de Vancouver. On a aussi une page avec des ressources sur l'éducation aux médias et à l'information à la grande bibliothèque. Plusieurs bibliothèques en ont. On peut aussi intégrer l'EMI à la programmation de la bibliothèque. Dans ce cas-ci, c'est un bibliothécaire qui donnait une causerie, qui présentait une causerie sur les fausses nouvelles en 2019 et qui avait été reprise en 2022. Puis on peut aussi, bien sûr, inviter des gens des médias ou d'autres organismes à rencontrer nos usagers. Demain, par exemple, on voit qu'à la Bibliothèque d'Ottawa, il y aura quelqu'un de CNN qui viendra du bureau de CNN à Washington, si je ne me trompe pas. C'est un Canadien. Ah, c'est un Canadien. C'est un journaliste au Toronto Star, Daniel Dale. Bon. Est-ce qu'il est fiable? Super fiable. Bon.
Donc, il sera à la Bibliothèque publique d'Ottawa pour rencontrer les usagers. Donc, ça fait un peu le tour pour moi. Je vais laisser la parole à Chantal dans un instant. Je voulais juste donner ici quelques exemples de ressources pour appuyer le fait que les bibliothèques sont vraiment, vraiment très intéressées par l'éducation et aux médias et à l'information et que ça fait plusieurs années qu'elles s'y intéressent. Ici, ce sont quelques ressources disponibles sur le web, des ressources pour soutenir les bibliothèques et le personnel des bibliothèques dans leurs initiatives d'éducation aux médias et à l'information. Donc, ce sont quelques exemples. Tout est sur le web. Et aussi, à la fin de la présentation, il y a toute une liste là, de références vers les ressources que j'ai nommées aujourd'hui, parce que nous sommes des bibliothécaires. Nous avons fait ça dans les règles. Je laisse la parole à ma collègue Chantal. Chantal Lemay. Merci. Sophie Loisel. Merci. Je pense que je suis plus petite. Voilà. Donc, en fait, je suis bibliothécaire responsable de la formation des usagers. Donc, je vais maintenant parler de comment on répond aux besoins de se former de nos usagers. Donc, il y a s'informer, mais aussi se former. Alors, on offre beaucoup d'activités sur la littératie numérique en bibliothèque en voulant, dans une optique d'accompagner les usagers tout au long de leur courbe d'apprentissage. Donc, des très débutants qui apprennent tout juste à utiliser des appareils qui sont vraiment au niveau de la fracture numérique, là, qui découvrent comment entrer dans le monde numérique, jusqu'au stade plus avancé. Et ça se fait à l'aide d'activités sur place et à distance, donc un mélange d'activités pour aller rejoindre le maximum de gens. Ici, c'était il y a quelques jours un exemple de la Bibliothèque de Toronto qui avait la Digital Inclusion Week, donc où on avait beaucoup d'activités sur place et en ligne pour une inclusion numérique donc du grand public. On a aussi des ressources d'auto-formation, puisque ce n'est pas tous les gens qui sont à l'aise de participer à une activité. Certains préfèrent le faire à leur rythme. Donc, on a beaucoup de ressources d'auto-formation. Ici, j'ai quelques exemples avec Tout apprendre et LinkedIn Learning, mais on a une page qui en contient énormément. Ça peut être sur toutes sortes de sujets. Donc, ils peuvent apprendre notamment à créer des balados, créer des vidéos, donc apprendre non seulement de la recherche, mais aussi en apprenant à créer de l'information et des médias, mais ils peuvent apprendre à reconnaître les travers et les différents pièges. On a également, de plus en plus de bibliothèques intègrent un laboratoire de fabrication numérique et par exemple, ici, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, on a le Square, qui est un Fab Lab, et un Media Lab. Donc, on offre des activités sur place, vraiment d'expérimenter avec la création de balados, la création de vidéos, par exemple des booktubes, des choses. On fait des activités autant pour les groupes scolaires que les adultes pour faire découvrir, justement, en expérimentant par eux-mêmes et découvrir vraiment le monde des médias de l'intérieur. On fait donc un apprentissage tout au long de la vie. Et là, je ne sais pas si je vais être capable de cliquer sur mes liens. Je pense que je vais devoir juste en parler. Mais donc, de l'école, on a toute une section BANQ Éducation où on offre des activités du préscolaire jusqu'à l'universitaire sur mesure pour les jeunes pour leur apprendre non seulement la recherche documentaire, parce qu'apprendre à chercher, c'est essentiel, être capable de trouver des bonnes informations, reconnaître les biais qu'il y a, par exemple, quand on fait une recherche Google, comment les résultats n'apparaîtront pas nécessairement pareils pour différentes personnes, etc. Mais aussi la pensée critique et qui est nécessaire à une reconnaissance des pièges que la désinformation peut nous offrir. On a aussi, à la retraite, donc c'est de l'école à la retraite, on en offre pour tous les âges, tout au long de la vie, mais à la retraite, c'est souvent un moment où les gens ont à nouveau du temps, parce que dans notre vie d'adultes qui travaillent à temps plein avec des enfants, souvent, on manque de temps. Et à la retraite, c'est le moment où les gens reviennent beaucoup à la bibliothèque, participent à nouveau aux activités. Donc, on a énormément d'activités qui sont offertes, qui ont été pensées
pour les aînés, avec les aînés, pour vraiment répondre à leurs besoins. Il y en a plusieurs qui portent au niveau de l'éducation aux médias et à la littératie numérique. Donc, pour faire le pas, justement, au niveau de la fracture numérique, les amener dans l'univers numérique pour qu'ils puissent suivre avec nous. Oups, j'ai été trop vite. Voilà. Un exemple ici, notamment, c'est la contribution à la création de contenu sur Wikipédia qui est offert à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, on offre différentes activités de contribution. Donc, les gens peuvent vraiment suivre toute la courbe d'apprentissage jusqu'au réinvestissement. Donc, apprendre à contribuer eux-mêmes à un outil comme Wikipédia et apprendre évidemment l'importance de l'éthique quand on participe à une encyclopédie en ligne comme ça. Donc, vraiment, on suit la courbe jusqu'à cette étape beaucoup plus avancée ici. On a également des rendez-vous qui se tiennent, qui sont vraiment comme un événement. Le prochain va être en mars sur l'intelligence artificielle et la culture. On a pris notre angle parce que l'intelligence artificielle, c'est tellement large. Donc, ça va être une fin de semaine vraiment axée avec des conférences, des ateliers, des tables rondes, à la fois sur place et en ligne, pour essayer de créer un momentum autour de cet événement. Et on essaie de varier, évidemment, les sujets d'année en année. L'Audace des possibles, également, est un événement phare de BANQ. C'est notre deuxième édition qui a eu lieu en juin dernier. Le but est vraiment de créer d'inclure les bibliothèques, les milieux documentaires en général, dans une société apprenante en favorisant des partenariats avec d'autres milieux, en sortant de notre univers cloîtré de bibliothèque pour justement faire des partenariats, comme on le fait un peu aujourd'hui en venant à ce colloque. Donc, des partenariats qu'on aime dire improbables, parce que souvent les gens ne penseront pas aux bibliothèques dans ces milieux-là. Donc, plusieurs projets qui ont été présentés en juin dernier, qui sont en cours. On a, entre autres, un professeur de l'UQAM qui a participé parmi les mentors des projets. Et ça se continue. Il y aura une troisième édition qui s'en vient. Le but étant vraiment de développer une société apprenante. Et si on passe justement à l'avenir... Voilà. Donc, l'avenir, c'est vraiment d'inclure les bibliothèques au cœur d'une société apprenante pour que l'ensemble de la société mette toujours l'apprentissage tout au long de la vie dans le cœur de ses réalisations, de ses préoccupations. Donc, c'est non seulement une vision, mais c'est vraiment inclus dans notre plan stratégique qui est en phase d'approbation jusqu'au gouvernement, dans notre cas. Donc, c'est vraiment la volonté très, très, très claire et affirmée des bibliothèques de ce côté-là. Donc, merci. Désolée d'avoir pris de votre temps. Merci beaucoup. Alors, merci à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ. C'est avec Sophie Loisel et